You know, I became interested in cars before I can even remember nearly. My father was a rural mail carrier in East Texas. And my first memories are that I liked to ride around with him in it. Avant de devenir un nom gravé dans l'histoire du sport automobile américain, Carroll Shelby n'était qu'un éleveur de poulets né au Texas, au cœur fragile et à l'appétit insatiable pour la vitesse. Né en 1923 à Leesburg, au Texas, son enfance ne laissait présager aucune légende. Et pourtant, des plaines poussiéreuses de sa jeunesse au cercle vicieux des victoires au Mans, il s'est forgé une vie qui a défié les pronostics médicaux, les normes industrielles et les attentes des ingénieurs. Ce qui distinguait Shelby, ce n'était pas seulement sa capacité à conduire vite, cela seul l'aurait rendu mémorable. Non, c'était son refus obstiné d'accepter les limites, qu'elles soient imposées par les médecins, les officiels de course ou les lois de la physique. Dans les années 1950, alors que la plupart des pilotes américains s'accrochaient à la puissance et à la force brute de leur voiture, Shelby se tournait vers l'Europe, étudiant la finesse, la répartition du poids et la maniabilité. Son esprit était constamment en quête de calcul, d'innovation et de réinvention de ce que pouvait être une voiture. Sa victoire improbable aux 24 heures du Mans 1959, aux côtés de Roy Salvadori, a consolidé sa réputation de force de frappe. Cette course a été le moment où Shelby a prouvé qu'il avait sa place sur la scène mondiale, non seulement comme pilote, mais aussi comme stratège. Mais le destin s'en est mêlé. Une maladie cardiaque qui s'aggravait, un combat de toute une vie qu'il avait autrefois contraint à rester sur la touche comme pilote militaire, la contrainte à raccrocher les gants de pilote. Mais si Shelby ne pouvait pas être au volant, il serait sous le capot. Et c'est là que commença son deuxième acte, sans doute le plus important. Il voyait ce que les autres ignoraient, le mariage potentiel de la puissance d'un V8 américain et de châssis européens légers. Cette vision donna naissance à la Shelby Cobra, une machine qui non seulement battit Ferrari, mais l'humilia. Avec son moteur Ford rugissant logé dans un châssis AC Ace britannique, la Cobra était brute, violente, résolument américaine, et elle fonctionna, plus que tout ce qui était en son pouvoir. Elle devint un symbole non seulement de performance, mais aussi de rébellion. Shelby ne se contentait pas de construire des voitures rapides, il bousculait les préjugés de l'industrie. Alors que les ingénieurs automobiles conservateurs s'en tenaient aux spécifications et aux marges de sécurité des constructeurs, Shelby se fiait à son instinct, à sa sueur et à une clé à molette. Il ne concevait pas des voitures, il faisait des déclarations. Ses collaborations avec Ford ont donné naissance à la GT 350 et à l'emblématique GT 40, un véhicule conçu non seulement pour concurrencer Ferrari au Mans, mais aussi pour les écraser, ce qu'il a fait 4 années de suite. La GT40 est devenue une arme dans la guerre de Ford contre la domination européenne, et Carroll Shelby en était l'architecte en chef, le général et le savant fou. Mais même au sommet de sa gloire, Shelby n'était jamais facile à cerner. Charmant et authentique en interview, il restait insaisissable et farouchement indépendant en coulisses. Il naviguait entre les projets Dodge, Toyota, puis Ford, laissant derrière lui des innovations, des signatures, et parfois des esquisses inachevées qui laissaient entrevoir des idées plus ambitieuses, des idées trop radicales pour les conseils d'administration, trop dangereuses pour la production grand public et trop en avance sur leur temps pour être comprises. Shelby parlait souvent de manière énigmatique, lors d'interviews, de projets qu'il n'avait jamais été autorisé à terminer. Des rumeurs circulaient parmi les initiés concernant d'étranges prototypes, des expériences avec des carburants alternatifs, des moteurs uniques construits en secret et des carrosseries brouillant la frontière entre supercars et vaisseaux spatials. Il les appelait « orphelins », des machines nées d'une obsession, puis cachées avant que le monde ne les détruise. Ainsi, lorsque Carroll Shelby est décédé en 2012, les hommages ont afflué. Son garage public et son musée de Las Vegas sont devenus un lieu de pèlerinage pour les passionnés de mécanique, les ingénieurs et les rêveurs. Chaque Cobra exposé, chaque GT 350 signé, chaque plan poussiéreux derrière une vitre, chaque pièce racontait un chapitre d'une histoire qui a redéfini la performance américaine. Le showroom rayonnait d'héritage. Mais ce n'était pas tout. Ce que les brochures ne disaient pas, ce que les guides touristiques n'évoquaient jamais, c'était l'existence d'un autre garage. Non pas sous les néons de Las Vegas, mais quelque part loin du réseau électrique, enfoui au cœur de la campagne texane. Une structure sans signalisation, sans visiteurs,
Sans accès à la presse, elle n'apparaissait dans aucun document public ni interview. Les proches de Shelby l'appelaient simplement la grange ou le coffre. Après sa mort, lorsque la succession Shelby commença à cataloguer ses biens, outils, trophées, notes de conception, cette mystérieuse installation devint l'objet d'une intense curiosité. Même parmi le cercle intime de Shelby, rares étaient ceux qui y avaient mis les pieds. Des rumeurs suggéraient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un atelier, mais d'un sanctuaire, un lieu où Shelby pouvait construire sans délai, sans attente et sans jugement. Selon un ancien membre de l'équipe, ce n'était pas pour les magazines, c'était pour Carroll. Alors que les équipes juridiques et les historiens parcouraient lentement ces archives, ils se tournèrent enfin vers la propriété. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur n'était pas seulement surprenant, c'était légendaire. Des dizaines de véhicules bâchés, certains reconnaissables, d'autres totalement inconnus. Des moteurs personnalisés étiquetés uniquement avec des noms de code. Des croquis inédits de la main de Shelby. Des concepts qui n'avaient jamais dépassé le stade de dessin sur une serviette en papier, soudain révélés en acier et en caoutchouc. Parmi les découvertes les plus surprenantes, un prototype de Cobra à moteur central, prétendument conçu avant le lancement du projet GT40. Un moteur V12 biturbo monté sur un châssis fabriqué à la main, censé avoir été conçu pour un projet avec Dodge qui n'a jamais vu le jour. Et, au fond, un carnet usé rempli de spécifications pour un véhicule électrique performant, des décennies avant l'essor de Tesla. Aux yeux du public, Carroll Shelby avait déjà accompli l'impossible, affronter les géants de la course automobile, redéfinir ce que pouvait être une voiture américaine et laisser derrière lui une marque qui fait encore vibrer les cœurs et les pneus aujourd'hui. Mais dans ce garage secret, un autre Shelby se révélait, un homme qui rêvait encore, qui construisait encore, qui refusait toujours de ralentir, même si sa santé déclinait. Le contenu de ce garage n'a pas seulement réécrit l'histoire, il a prouvé que même mort, Carroll Shelby n'avait pas fini de parler. L'endroit était dépouillé, fonctionnel et étrangement calme. Pas d'enseigne, pas de marque, juste une structure en tôle ondulée nichée derrière un bosquet de mesquites et de cèdres, loin des routes goudronnées et des regards indiscrets. On aurait dit n'importe quelle dépendance d'un ranch texan vieillissant. Mais à l'intérieur, sous le scintillement violent des vieux néons et un épais voile de poussière, se cachait quelque chose de différent, quelque chose que le monde n'était pas censé voir. Seul au centre du sol en béton se trouvait un véhicule oublié depuis longtemps, enveloppé d'une toile grise décolorée par le soleil. De légères taches d'huile traînaient en dessous, telles les ombres d'une activité depuis longtemps disparue. L'air sentait le caoutchouc vieilli et l'acier oxydé, une capsule temporelle scellée dans le silence. Attaché lâchement à la colonne de direction avec une ficelle cassante, une étiquette en papier jaunâtre portait une inscription effacée, écrite au feutre rouge et en gras. XP Shelby, ne bougez pas. Aucun badge Shelby n'ornait le nez. Aucun document Ford ne permettait de la retrouver. Elle n'apparaissait ni dans les registres d'immatriculation, ni dans les archives de conception, ni dans les cercles de collectionneurs. Même les historiens Shelby les plus obsédés n'avaient jamais entendu parler d'une telle voiture. On aurait dit qu'elle avait été effacée du temps. Au début, ceux qui l'ont découvert ont pensé qu'il s'agissait d'une maquette inachevée, peut-être un concept dépouillé, ou un prototype oublié, mis au placard et laissé à l'abandon. Mais lorsque l'équipe a délicatement décollé la toile, sous une pluie de poussière et de cendres, cette théorie s'est effondrée instantanément. Ce qui en est ressorti n'était pas un simple exemplaire unique. Ce n'était ni une Mustang, ni une Cobra. Ce n'était rien de familier. C'était un fantôme. Un coupé surbaissé aux proportions incroyables, brutal et élégant, large et trapu comme un prédateur. Ses lignes étaient anguleuses sans être froides, musclées, presque animales. Elle ressemblait davantage à un prototype d'hypercar moderne qu'à un élément du design américain des années 1990. Sa carrosserie était en aluminium brut, façonnée à la main, chaque panneau semblant avoir été façonné à l'instinct plutôt que par modélisation informatique. Il n'y avait ni emblème, ni garnitures, ni plaque VIN. La voiture était totalement anonyme, délibérément. Mais c'est en dessous que se trouvait le véritable choc. Un V8 biturbo, monté longitudinalement, était accouplé à une boîte-pont personnalisée. Les turbos n'étaient pas des kits de rechange, mais des unités uniques estampillées Shelby, raccordées à des tuyaux épais et refroidis par un radiateur arrière, une configuration qu'aucune Shelby de série n'avait jamais tentée.
Sa philosophie de conception était plus proche des bolides d'endurance européens que des bolides de Detroit. Des notes énigmatiques étaient griffonnées au marqueur sur divers composants internes. Shelby XPIV with Twin. Banquette d'essai uniquement. Châssis zéro, pas de clone. Mais c'est le message gravé sur le pare-feu qui a fait froid dans le dos même des collectionneurs les plus blasés. Passe pour la production, pas pour la vente, pas pour le monde. Des experts furent dépêchés par avion, dont certains étaient d'anciens ingénieurs de Shelby American. Aucun n'avait jamais vu le projet auparavant. Pourtant, le savoir-faire était incontestablement authentique. Les empreintes de Shelby étaient omniprésentes, de la conception expérimentale de l'admission à la tringlerie d'accélérateur, qui rappelait ses prototypes préférés. Ce n'était pas un faux, c'était du réel, et c'était terrifiant. Certains ont commencé à l'appeler Ghost One, une machine apparemment construite dans l'ombre comme un manifeste personnel. Une réponse, peut-être, à des années de compromis et d'interférences. C'était Carroll Shelby sans entrave, une vision pure et sans filtre de la performance, à l'abri des équipes marketing et des avocats spécialisés en responsabilité civile. Et pourtant, le plus grand mystère restait sans réponse. Pourquoi l'avait-il enterrée? Des théories ont fait surface. Certains pensaient qu'elle avait été construite à une époque où Shelby était désillusionné par l'évolution du monde automobile, craignant que son héritage ne se dilue dans des badges et des arguments marketing futiles. D'autres supposaient qu'il s'agissait d'un projet raté, trop coûteux ou trop radical pour être commercialisé. Quelques-uns osaient suggérer qu'il ne faisait confiance à personne d'autre. Quelle que soit la vérité, une chose était sûre, Ghost One n'était pas un accident. C'était un message d'outre-tombe, d'un homme qui avait toujours été hors des sentiers battus. Il osait se demander ce qui aurait pu advenir si Shelby n'avait suivi que son instinct, sans règles à suivre et sans personne pour l'en empêcher. Et maintenant, le monde devait décider. Cette voiture était-elle une légende oubliée ou le début d'une nouvelle? Jamais taquinée, jamais enregistrée, jamais terminée. Pourquoi? Parce que Carroll Shelby savait quelque chose que le monde ignorait. Il savait que si Ford, ou n'importe quelle grande marque, avait vent de ce qu'il construisait, il fermerait le magasin. Il n'a donc pas demandé la permission. Il l'a construit malgré tout. Carroll Shelby n'a jamais eu peur de s'attaquer aux géants, mais il savait aussi garder le secret. Tout au long de sa carrière, il s'est battu avec des dirigeants qui voulaient aseptiser ses créations, diluer ses idées et les emballer sous un emballage commercial. Cette tension était omniprésente. Lorsqu'il travaillait sur la première GT500, Shelby aurait quitté les réunions en trombe pour des raisons de restriction de puissance et de conformité aux normes anti-pollution. Lors de sa mission de consultant sur la Dodge Viper, il s'est disputé sur le poids, les dispositifs de sécurité et les systèmes de direction. Il détestait les compromis, et il détestait qu'on lui dise non. Alors, quand il s'est agi de ce prototype, il n'a même pas essayé. Selon un ancien fabricant de Shelby American, Carroll a qualifié ce projet de son dernier projet insensé. Il a chargé une équipe restreinte de le construire, les nuits et les week-ends. Pas de presse, pas de discussion de travail, pas de traces écrites. Carroll a dit, si Ford n'a pas le courage, je le ferai dans mon propre garage. La voiture était sa rébellion, une banque d'essai, un message. À bien des égards, cette voiture n'était pas destinée à être dévoilée. Elle lui rappelait, et peut-être un jour à nous, que l'homme qui a révolutionné la performance américaine n'a jamais cessé de rêver. Même lorsque le monde pensait qu'il avait terminé, il continuait à forger de nouvelles légendes, une soudure à la fois. Il ne s'agissait pas seulement de vitesse, il s'agissait de liberté. Et maintenant que cette construction secrète avait été révélée, tout le monde était obligé de réexaminer ce que nous pensions savoir sur Carroll Shelby. Car sa plus grande création était peut-être celle qu'il ne nous a jamais montrée. Une fois le mystérieux prototype découvert, l'attention s'est portée sur une question à laquelle personne ne pouvait répondre publiquement. Qui a aidé Carroll Shelby à construire cette chose? Car, malgré son talent, Shelby n'a pas fabriqué seul. Surtout pas dans ces dernières années. Cette voiture nécessitait des soudeurs, des machinistes, des ingénieurs, des personnes dotées de compétences sérieuses. Et pourtant, personne n'en avait jamais parlé. Aucun plan n'avait émergé. Aucune fuite. Rien dans la presse. Silence. Jusqu'à maintenant. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi d'anciens membres de Shelby American et des fabricants retraités, ayant travaillé avec Carroll à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En privé, quelques-uns ont confirmé qu'un projet était en cours.
Un projet passionné. Officieusement, une source anonyme a déclaré que nous l'appelions le fantôme. Nous n'avons rien écrit. Il ne voulait pas qu'on le trace. Un autre affirmait que Shelby examinait personnellement les pièces, testait les composants et discutait d'aérodynamisme au cœur de la nuit, bien après le retour du reste de l'équipe. Pourquoi tout ce secret? Parce que Shelby pensait que cette voiture était trop audacieuse pour les costumes de l'entreprise. Il n'avait ni airbags, ni système anti-pollution. Aucun compromis. Il n'était pas homologué pour la route. Il n'était pas prêt pour la commercialisation. Il s'agissait d'une déclaration, pas d'un produit. Selon des sources internes, l'équipe utilisait des composants récupérés sur des mules d'essai, des prototypes d'ingénierie et même des projets Ford abandonnés. Chaque boulon avait une histoire. Chaque soudure était une poignée de main secrète. Ce n'était pas une restauration, c'était une révolution. Et les rares personnes qui ont contribué à sa construction ont juré de ne plus jamais en parler avant la disparition de Carroll. Aujourd'hui encore, ceux qui connaissent son origine hésitent à le faire savoir publiquement. Par respect, par loyauté, par crainte que ce que Shelby a construit en privé ne soit jamais compris du public. Maintenant que la voiture est découverte, les fans et les historiens de Shelby se trouvent face à un dilemme majeur. Que faire d'un prototype unique que Shelby ne voulait pas montrer au monde? Certains soutiennent qu'il faut le préserver tel quel. Poussière, Ruben adhésif, notes manuscrits, comme une capsule temporelle intacte. D'autres veulent qu'il soit restauré, testé au banc d'essai et présenté au public. Après tout, comment honorer un héritage sans le partager? Mais voilà le problème. La propriété est complexe. La voiture ne figurait dans aucun registre officiel, ce qui soulève des questions juridiques de propriété intellectuelle. Elle a été construite sous le nom de Shelby et avec des pièces probablement dérivées de Ford, mais sans l'autorisation de Ford. Si jamais elle était mise sur le marché ou vendue aux enchères, l'équipe juridique de Ford pourrait intervenir, sans compter les questions d'assurance, d'émission et de responsabilité. Sans papier, pas d'immatriculation, pas de crash test, pas de conformité. Légalement, c'est un véhicule qui ne devrait pas exister, ce qui mène à une autre théorie. Certains pensent que Shelby voulait cacher cette voiture, non pas par honte, mais parce qu'il ne s'agissait pas d'un produit. Un successeur spirituel du Cobra Daytona Coupé. Nul besoin de validation. Dans le milieu des collectionneurs privés, les rumeurs vont déjà bon train. Certains estiment sa valeur à plus de 10 millions de dollars si jamais elle était rendue publique. Mais pour l'instant, elle reste scellée, enfermée dans une impasse juridique et éthique. Car lorsqu'une légende construit quelque chose de façon officieuse, l'histoire ne s'arrête pas avec la découverte. Tout commence. À première vue, cette voiture cachée pourrait sembler n'être qu'un détail de plus dans la longue carrière de Shelby. Mais en y regardant de plus près, on comprend qu'elle est bien plus que cela. Il ne s'agit pas seulement d'un moteur, d'une carrosserie ou d'un numéro de série. C'est une question de rébellion. À une époque où la culture automobile est de plus en plus aseptisée, où chaque nouveau modèle est conçu par un comité, examiné par des avocats et modelé pour plaire au grand public, cette voiture incarne tout ce en quoi Carroll Shelby croyait. C'est ce que Shelby a fait ici. Pas de marché cible, pas de liste de contrôle des émissions, aucune stratégie médiatique, juste une idée folle et les moyens de la concrétiser. Et ce faisant, il a laissé derrière lui bien plus qu'une voiture. Il a laissé derrière lui un défi, un murmure adressé à tous les constructeurs, designers et rêveurs encore en activité. Nul besoin de permission pour créer quelque chose de grand. Il suffit d'avoir le courage de le construire. Ce prototype est un rappel concret que l'innovation ne vient pas des salles de réunion. Elle vient des garages, des établis, des rebelles. Et à mesure que le monde devient plus numérique, plus automatisé, plus corporatiste, cette voiture pourrait bien être le dernier cri de l'ère analogique. Elle n'a pas de dossier de presse. Elle a une utilité. Et c'est exactement ce que Carroll Shelby a toujours défendu. Ce qui rend cette voiture si envoûtante, ce n'est pas seulement sa rareté ou son caractère secret. C'est ce qu'elle représente de l'homme qui l'a construite. Carroll Shelby n'a pas suivi les règles. Il a écrit les siennes. Cette voiture, ce prototype anonyme, non documenté et inexpliqué, incarne cette philosophie comme rien d'autre qu'il ait laissé derrière lui. Car dans un monde qui suit désormais chaque code moteur, chaque niveau de finition et chaque communiqué de presse, ce véhicule refusait toute classification. Il n'était pas conçu pour le SEMA. Il n'était pas destiné aux investisseurs. Ce n'était pas une affaire de marketing. C'était personnel. Une poignée d'amis proches et de confidents affirment aujourd'hui qu'il s'agissait d'une des voitures thérapeutiques de Shelby.
Une construction dans laquelle il s'est investi discrètement alors que ses problèmes de santé commençaient à s'aggraver. Dans ces dernières années, Carroll a dû faire face à des complications cardiaques, des problèmes de mobilité et des crises d'épuisement. Pourtant, il a continué à travailler. Il n'a pas fait de tournée d'adieu. Il n'a pas filmé de discours de départ à la retraite. Il est allé au garage avec un carnet de croquis, un chalumeau et son instinct. Et c'est ce qui rend cette voiture si puissante. Car ce n'est pas une question de puissance, c'est une question d'héritage. C'est la preuve que même quand le monde pensait qu'il avait tout donné, il avait encore plus à offrir. Il ne voulait simplement pas que quiconque le voie pendant qu'il le lui donnait. À ce jour, le prototype est sous haute sécurité, hors de la vue du public. Il n'a pas été restauré. Elle n'a pas encore été officiellement dévoilée. Et selon des sources proches de la succession de Shelby, il n'est pas prévu de l'exposer dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme Carroll l'aurait souhaité. Il n'a jamais construit pour impressionner. Il construisait parce que son âme le lui demandait. Qu'il s'agisse de la Cobra, de la GT 350 ou de ce dernier grand fantôme, la passion de Shelby venait de l'instinct et non d'une instruction. Certains collectionneurs et conservateurs de musées militent déjà pour son inclusion au Shelby Heritage Center. D'autres estiment qu'il devrait rester intact, tel qu'il a été découvert, comme une lettre scellée du passé. Et puis il y a un troisième groupe, un nombre croissant de jeunes constructeurs inspirés par cette histoire, qui estiment que ce prototype devrait être documenté non seulement comme un objet physique, mais aussi comme un symbole de ce que signifie construire sans peur. Certains ont même commencé à l'appeler la « voiture du dossier noir », un clin d'œil au genre de projet classifié dont personne n'est censé être au courant. Et c'est peut-être ce que Carroll souhaitait depuis le début. Pas de production de masse, pas de produits traditionnels, juste une étincelle, une idée laissée dans l'acier et le caoutchouc, attendant que la bonne personne la reprenne et la mette en pratique. Au final, cette histoire ne se résume pas à une seule voiture, mais à ce qu'elle représente. Carroll Shelby a changé le monde avec des voitures qui sillonnaient les circuits, faisaient craquer les pneus des villes et faisaient la une des magazines du monde entier. Mais cette dernière création la cachait, l'interdite, murmure au lieu de rugir. Cela nous murmure une vérité que la plupart d'entre nous oublient. Les créations les plus puissantes ne naissent souvent pas sous les projecteurs. Elles naissent en silence, à huis clos, dans des garages où la seule échéance est la mort et la seule approbation requise est la vôtre. Ce prototype n'est pas né de l'argent. Ce n'est pas une question de stratégie. C'est l'œuvre d'un homme qui avait le feu sacré et les outils à la main, jusqu'au bout. Et maintenant qu'on l'a découvert, on se demande quelles autres légendes attendent encore, sous la poussière et l'ombre, car c'est Carroll Shelby. Cet homme qui nous a tant donné avait encore un secret à nous révéler. Alors peut-être que la grandeur ne meurt jamais vraiment. Il se cache simplement, attendant que la porte s'ouvre.